Bonjour à tous. On m'a récemment demandé ce que l'épisode dramatique que nous vivons du Covid-19 disait de notre monde, disait de notre manière de vivre en ce monde. J'ai intitulé mon propos pour répondre à cette question « Un virus révélateur ». En effet, ce virus nous oblige à regarder de plus près les fonctionnements du monde actuel, de nos sociétés, de nous-mêmes et même de notre intimité. Alors tentons, si vous voulez, une première analyse de ce qu'il nous dit de notre monde. Le projet n'est pas facile parce que nous n'avons pas beaucoup de recul, la masse des données est difficile à prendre en compte parce qu'elle est énorme et elle change tous les jours, et tout est lié et enchevêtré. Alors parlons d'abord, si vous voulez, du jour d'avant. Depuis quelques années déjà, nous pressentions que notre monde est fragile et vulnérable en bien des domaines. Les phénomènes climatiques extrêmes, les risques de guerre nucléaire, la cybercriminalité. La crise des subprimes en 2008 nous avait alertés sur la fragilité du système bancaire et financier international. Al-Qaïda, puis Daesh, ont rendu le terrorisme plus proche de chacun d'entre nous. Le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, d'un côté, la collapsologie de l'autre, nous répétait que nos modes de développement et de vie occidentale n'étaient pas tenables, parce que pas durables, que nous étions en train de tout épuiser, de tout polluer, de tout gâcher. Ce jour d'avant, ce sont des jours d'inattention, des jours d'inconscience. Et voici que d'une lointaine province de chinoise se déclare, fin décembre 2019, une épidémie qui prend vite de court la Chine, puis le monde entier. 20 jours avant que la réaction chinoise ne se mette en place, 1 mois et demi pour nous. Notre monde est impréparé. Notre monde est non seulement fragile et vulnérable, mais il se signale par son impréparation. C'est bien sûr un mal français, il suffit de penser à la manière dont nous avons abordé les 2 guerres mondiales. Mais pas seulement. Notre impréparation est complexe. Manque de réactivité, manque d'anticipation, réponse désordonnée due au chauvinisme, à la crispation sur des intérêts nationaux ou lobbyistes, aux querelles d'ego entre politiques, entre grands patrons de médecine, mensonges, langue de bois, double langage. Et c'est la cacophonie à propos des solutions à mettre en œuvre. Confinement, masques, tests nasaux, tests sanguins, traitements, tracking, matériels médicaux, couvre-feu. Ce jour d'avant, ce sont aussi des jours d'incohérence, de déception et des jours de colère. Bien sûr, notre monde a quelques excuses. D'où sort donc ce virus? Personne ne l'a vu venir. Passé l'aimable plaisanterie qui consiste à le qualifier de virus chinois, américain ou italien, il faut se rendre à l'évidence, ce Covid-19 a partie liée avec la crise environnementale qui traverse le monde, qui frappe le monde. Ce Covid est un réfugié écologique. Notre déforestation à tout va, les trafics d'animaux sauvages, les élevages intensifs, le changement climatique, tout cela a perturbé la faune et considérablement endommagé la biodiversité, mis en contact les humains avec des animaux porteurs asymptomatiques de quantités de virus qui sont à la recherche
de nouveaux organismes hôtes. Chauve-souris ou pangolin, à la limite, le problème de fond n'est pas là. Ce jour d'avant, ce sont des jours de désordre écologique, des jours de maltraitance de notre planète. Passons, si vous voulez, à la suite de ce jour d'avant, à la repentance mondiale que nous adresse le pape François. Je cite « Dans notre monde que tu aimes, plus que nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissés absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable en pensant rester toujours sains dans un monde malade. À ce jour, et c'est le deuxième temps de cette réflexion, à ce jour, ce temps de confinement est aussi heureusement un temps de mobilisation et de prise de conscience salutaire au sujet de l'être humain en lui-même et de son vivre ensemble. Cette crise nous apprend beaucoup sur les plans anthropologiques et socio-économico-politiques. Ce jour nous dit que l'être humain est décevant, et nous venons d'y faire allusion. Mais il est aussi admirable de réactivité, de créativité, de générosité, d'amour, d'initiative, de solidarité, d'engagement, de sens de l'improvisation même. Tous ces gros mots qui ne cessent de l'être, qui cessent de l'être, pour devenir des attitudes concrètes dans la vie quotidienne. Inutile ici de les égrener, tant il y en a et tant elles ont déjà été saluées. Je releverai pour ma part plutôt 3 choses. Premièrement, notre désir de voir l'humain remis au centre. L'humain avec ses besoins de contact, de parole, de proximité, de communication verbale et non verbale, son besoin de rite, de respect et de liberté. Le confinement, dans la durée, nous le redit. Facile pour les uns parce que équipés matériellement, culturellement et spirituellement, douloureux et anxiogène pour les autres, beaucoup plus démunis, et qu'hélas, on a sciemment façonné pour être simplement des consommateurs sans perspective. Dans ce cas, l'austérité sanitaire tue. Deuxièmement, une attention renouvelée aux plus fragiles, les résidents des EHPAD, les SDF, les migrants, les personnes âgées, les personnes fragiles, les femmes menacées de violences conjugales. Là aussi, l'être humain est admirable. Troisièmement, une meilleure connaissance et une meilleure conscience de notre ambivalence. Notre besoin de vérité, on le voit bien, est aujourd'hui miné par les fake news. Nos générosités sont compromises par les arnaques, les crédulités. Nos efforts de gestes barrières le sont par des conduites imprudentes et désinvoltes qui s'apparentent, disait le professeur Delfrécy, à des suicides collectifs. Cette crise nous permet, ou même nous oblige, à revenir sur la qualité de notre vivre ensemble à l'échelle locale comme à l'échelle mondiale. Nous prenons conscience du nécessaire retour d'un État plus protecteur, plus souverain, plus juste dans le partage des richesses, plus investi dans les services publics soustraits aux lois du marché, la santé en particulier.
À l'échelle locale, il n'est qu'à voir le rôle central que jouent à l'heure actuelle le préfet et le maire. Avec bien sûr le risque bien connu. Notre besoin de sécurité ne risque-t-il pas de faire bon marché de nos libertés publiques? C'est une question. La crise du Covid-19 accentue aussi toutes les inégalités. Inégalités de travail, de logement, d'accès aux soins, de conditions sanitaires, de scolarisation. Il est caractéristique qu'actuellement, les professions dont nous avons le plus besoin pour vivre et survivre sont parmi les moins bien payées, pour ne pas dire les plus méprisées. Les soignants pour la santé, les agriculteurs pour la nutrition, les éboueurs ou les grippeurs pour la propreté et l'hygiène. Avec cette crise, nous touchons aussi aux limites d'une certaine mondialisation, celle qui a motivé 20 ans de désindustrialisation de la France, qui a instauré des dépendances dangereuses en matière de production. L'heure n'est-elle pas à la relocalisation de la production et à une réindustrialisation verte? À ce jour, ce sont les questions que nous pose cette crise. Et puis il y a le jour d'après. Le jour d'après, il est un peu tôt pour en parler avec précision. Nous pouvons cependant avancer quelques points de vigilance et de prospective. Vous le savez, vous vous en rappelez, il y a eu la peste, la grippe espagnole, le chikungunya, la grippe aviaire H5N1, la grippe H1N1, le virus Ebola et d'autres. Il y a aujourd'hui le Covid-19. Étant donné la réalité du réchauffement climatique, il y aura d'autres pandémies. Il ne nous sera plus permis de baisser la garde. Pas plus devant la lassitude des contraintes actuelles du confinement qui tire en longueur et la perspective des vacances qu'à plus long terme. Fini les flux tendus, il faut faire des réserves. C'est un premier point. Un deuxième point, nous faisons à l'heure actuelle preuve d'une belle mobilisation. Mais va-t-elle durer? Puissions-nous la garder avec le même dynamisme contre le changement climatique lui-même? Troisième point. Rappelons-nous la loi de la double frénésie, selon le philosophe Bergson. Après nous être serré la ceinture pendant quelque temps, puissions-nous ne pas repartir de plus belle dans le cycle production-consommation, oublieux de la nécessité de revoir nos conceptions sur croissance et décroissance, et l'obligation qui nous a été si souvent rappelée de changer de mode de vie, de changer de paradigme dans la voie d'une écologie humaine intégrale qui nous avait été rappelée par le pape François. Un quatrième point. Les dangers actuels sont une invitation renouvelée à décloisonner les savoirs, les recherches et les techniques. Par exemple, entre médecine humaine et médecine vétérinaire, entre psychologie et psychiatrie et spiritualité. Un décloisonnement qui est cher au sociologue Edgar Morin. Dernier point, si vous voulez, les réponses à ces défis ne sont à la portée d'aucun pays pris isolément. C'est l'enjeu d'une saine mondialisation. Plus près de nous, c'est l'enjeu de l'Europe. Arantxa González Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, vient de le résumer lapidairement. Soit le virus tue l'Europe, soit l'Europe
tue le virus. Je vous remercie.